Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce tutoriel, on va vous présenter quelques notions de base sur le logiciel Scilab et on va voir aussi comment programmer avec ce logiciel. Donc notre objectif dans ce tutoriel est de vous guider pas à pas jusqu'à ce que vous appreniez à utiliser ce logiciel. Donc soyez attentifs et si vous ne comprenez pas quelque chose, mettez-le sur commentaire et on va le traiter après. Alors, on se base sur ce plan-là. Premièrement, on va parler sur Scilab. C'est quoi Scilab? Qu'est-ce que nous permet de faire Scilab, etc. Deuxièmement, on va voir comment se déroule son installation. Et troisièmement, on va voir une présentation sur ce logiciel au niveau de ses interfaces qu'il contient. Et puis, on va voir les calculs simples et les nombres complexes, la manipulation des matrices et vecteurs, et on va programmer avec Scilab, avec les boucles, etc. Et on va faire des petits graphes avec Scilab. Alors, c'est quoi Scilab? Pourquoi Scilab? Quel est son intérêt? Donc, toutes ces questions, nous allons y répondre maintenant. Donc, Scilab est un logiciel libre que chacun peut télécharger gratuitement. Et Scilab est un logiciel de calcul numérique. Son intérêt est de pouvoir disposer d'un outil à la fois souple et puissant pour résoudre de nombreux problèmes de mathématiques appliquées et de trouver presque expérimentalement des solutions à ces problèmes. Scilab aussi est un logiciel de programmation. Il accepte un certain nombre d'instructions comme l'exécution conditionnelle, if, else, et les boucles comme for, while, do while et tout ça. Et aussi, il nous permet de faire des graphiques 2D et 3D comme vous voyez dans ces images-là. Scilab est disponible sous Windows, Linux et macOS. Pour l'installation du Scilab est très facile. Donc vous allez sur Google et vous tapez télécharger Scilab, comme ça. Donc voilà, on a des liens ici. Donc vous choisissez un lien de téléchargement. Donc nous allons choisir ce lien là. Voilà. Comme vous voyez ici, on a des informations sur Scilab, sur cette version. On a la version 6. Sa date de sortie est le 15 février 2018. Sa licence est gratuite. Comme on a déjà dit que Scilab est libre. Les systèmes d'exploitation qui supportent Windows, Linux et macOS. Pour lancer le téléchargement, vous allez ici et vous choisissez votre système d'exploitation. Donc nous allons choisir pour Windows. Voilà. Donc voilà, le téléchargement a commencé. Bon, si le téléchargement a terminé, vous lancez l'installation et suivez ces étapes, donc c'est facile. Moi, j'ai annulé le téléchargement parce que je l'ai déjà installé. Bon, quand vous avez réussi à installer Scilab, vous avez accès à cette page qui contient 4 fenêtres différentes. Alors, je vous les présenter. Donc, la plus importante, cette fenêtre-là, qui bien la zone de commande, aussi appelée le terminal. Cette zone permet de faire des commandes et des calculs qui vont se faire, etc. Et voir après le calcul, bon, le résultat du calcul, etc. Donc, ça correspond comme votre écran calculatrice. Et ce symbole qui apparaît ici, celui-là,
appeler un prompt. Donc, il attend des données tapées au clavier. Et attention, Scilab distingue entre les données majuscules et les données minuscules. Et ici, dans cette fenêtre-là, vous avez l'historique des commandes. Donc ici, toutes les commandes que vous écrivez vont être enregistrées ici. Si on veut y venir après, on peut. Comme vous voyez ici, on a des commandes des jours avant, des mois précédents et jusqu'à des années précédentes. Donc voilà, ils sont enregistrés tous ici. Et là, c'est le navigateur des variables. Alors, lorsqu'on va choisir à travailler avec une variable, donc cette variable sera affichée ici avec son nom, sa valeur et son type. Donc, par exemple, si on choisit à travailler avec la variable A, par exemple A égale 1, donc comme vous voyez, cette variable, elle s'affiche ici. Alors son nom c'est A, sa valeur est 1, donc on lui affecte 1, et son type est double, et sa visibilité aussi. Et cette zone-là, c'est la zone de chargement du répertoire de travail et des fichiers. Passons maintenant aux parties de pratique sous Scilab. Donc, commençons par les calculs numériques simples. Donc, dans la console, après l'invite de commande ou ce prompt-là, il suffit de saisir une commande et d'appuyer sur la touche Entrée ou Retour. Bon, Entrée c'est pour Windows et Unix et Retour c'est pour macOS, pour obtenir le résultat correspondant. Alors on fait des exemples comme 4 moins 2, entrée égale à 2. Par exemple 45 plus 3 c'est égal à 48. Par exemple 24 sur 2, ça donne 12. Donc ça déroule comme ça. Et voilà, donc il est possible de revenir en arrière à tout moment avec les flèches du clavier ou la souris, les touches gauche et droite permettant de modifier les instructions, et les touches haut et bas donnent la possibilité comme ça, comme vous voyez. Une petite note à noter, cette variable ANS, c'est une abréviation de answer, c'est-à-dire réponse en anglais. Alors pour les opérations de calcul, on note donc ce symbole là pour l'addition et ce symbole pour la soustraction. Et pour la multiplication, on a ce symbole-là. Donc, on fait un exemple. Donc, par exemple, 2 fois 3, donc ça donne 6. Ça marche. Et pour la division, on a ce symbole-là. Donc, 4 divisé sur 2, ça donne 2. Et pour la puissance, on note par ce symbole-là. Un exemple, par exemple 4 plus 2 à la puissance 2, donc ça donne 36. Donc 4 plus 2 c'est 6, donc 6 à la puissance 2, ça donne 36.
Et pour la virgule des nombres décimaux est notée avec un point. Par exemple, 2, bon, 2 plus 3 plus 3,4. Donc, entre ça donne 5,4. Donc, la virgule est notée par le point. Et pour le calcul de la racine carrée se fait avec une fonction. Bon, cette fonction c'est SKRT. Donc on fait un exemple. Donc voilà, SKRT. SKRT, donc la racine carrée de 9 par exemple. Donc ça donne 3. Donc voilà, ça marche. Mais attention, il est nécessaire de bien respecter la case majuscule et minuscule pour que les calculs s'effectuent correctement. Donc si on fait SKRT comme ça, en majuscule, ça donne une erreur. Donc c'est une variable non définie. Il y a des nombres particuliers comme l'exponentielle et pi. Donc pour l'exponentielle se représente comme ça. Donc c'est sa valeur. Et pour pi se représente comme ça. Non, pardon, comme ça. Donc voilà, c'est pi, c'est sa valeur. Création de variables réelles. Dans cette section, nous créons des variables réelles et effectuons des opérations simples avec elles. Donc, dans l'exemple suivant qu'on va voir, nous allons créer la variable x à 1. Donc, x à 1, voilà. Et nous allons effectuer une multiplication sur cette variable. Donc, x égale à x fois 2 par exemple. Donc voilà, x, on a x égale à 1, donc 1 fois 2 égale à 2. Donc Scilab est un langage interprété, ce qui implique qu'il n'y a pas besoin de déclarer une variable avant de l'utiliser. Donc les variables sont créées au moment où elles ont été fixées, comme vous voyez. Donc une petite note à ajouter, cet opérateur-là dans Scilab signifie que nous voulons définir la variable à gauche, par exemple ici x, avec la valeur associée à droite, ici on a 1. Donc ce n'est pas un opérateur de comparaison comme vous savez. Et pour les noms des variables, donc les noms des variables peuvent être aussi longs que l'utilisateur le veut, mais seuls les 24 premiers caractères sont pris en compte dans Scilab. Donc par souci de cohérence, il convient de ne considérer que les noms de variables qui ne sont pas faits de plus de 24 caractères. Donc toutes les lettres de A à Z minuscules et de A à Z majuscules et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés. Pour les commentaires en Scilab, donc toute ligne qui commence par deux barres obliques, comme ça, donc est considérée par Scilab comme un commentaire était ignoré. Donc voilà un exemple. Les fonctions mathématiques élémentaires. Les tableaux suivants présentent une liste de fonctions mathématiques élémentaires. Donc la plupart de ces fonctions prennent un argument d'entrée et renvoient un argument de sortie. Donc ces fonctions sont vectorisées dans le sens que leurs arguments d'entrée et de sortie sont des matrices. En conséquence, nous pouvons calculer des données avec des performances supérieures sans aucune boucle. Donc on va faire un exemple. Nous utilisons les fonctions sin et cos et nous vérifions l'égalité cos de x carré plus sin de x carré égale à 1. Donc on prend la variable x égale à cos de 2 par exemple. Voilà. Et on prend la variable y égale à sin de
va vérifier l'égalité de cos de 2 carré plus sin de 2 carré égale à 1. Donc, x à la puissance 2 plus y à la puissance 2 est égal à 1. Donc, l'égalité est vérifiée. Les variables mathématiques prédéfinies. Dans Scilab, plusieurs variables mathématiques sont des variables prédéfinies dont les noms commencent par un caractère pourcentage. Donc, les variables qui ont un sens mathématique sont, on a le nombre imaginaire, ce i, et l'exponentielle, qu'on a déjà vu, et la constante mathématique pi, qu'on a déjà vu aussi. Donc, on pratique cela avec un exemple. Nous utilisons la variable pi pour vérifier l'égalité encore de cos x carré plus sin x carré égale à 1. Donc, on prend la variable c égale à cos de pi et la variable s égale à sin de pi. Donc, on vérifie l'égalité. Donc, c au carré plus s au carré. Donc, c'est vérifié égal à 1. Le fait que la valeur calculée de sin de pi ne soit pas exactement égale à 0 est une conséquence du fait que Scilab stocke les nombres réels avec des nombres à virgule flottante, c'est-à-dire avec une précision limitée. Passons maintenant aux parties des variables booléennes. Donc, les variables booléennes peuvent stocker des valeurs vraies ou faux. Donc, dans Scilab, la valeur vraie est écrite avec pourcentage t minuscule ou pourcentage t majuscule, et la valeur faux est écrite avec pourcentage f minuscule ou pourcentage f majuscule. Donc, voilà la liste qui présente plusieurs opérateurs de comparaison disponibles dans Scilab. Donc, là, voilà. Ces opérateurs envoient des valeurs booléennes et prennent comme argument d'entrée tous les types de données de base, c'est-à-dire les nombres réels, les complexes, les entiers et les chaînes. Donc, passons à faire un exemple. Nous faisons quelques calculs algébriques avec les booléennes de Scilab. Donc, voilà, on prend la variable a, par exemple, égale à pourcentage t. On a dit que le pourcentage t, c'est la valeur de vrai. Donc, voilà, a égale à t. Et on prend un autre exemple. La variable b égale 0 égale à 1. Donc voilà, on veut comparer 0 avec 1. Donc ça donne f, donc c'est faux. Donc 0 n'est égal pas à 1. Donc voilà un autre exemple. On prend a et b. Donc ça donne f. Donc on a a est égal déjà à t, donc a est égal à vrai, et b est égal à f, c'est-à-dire est égal à faux. Donc si on met a et b, ça donne faux. Donc c'est-à-dire vrai et faux, ça donne faux. Et voilà. Les nombres complexes. Scilab fournit des nombres complexes qui sont stockés sous forme de paires de nombres en virgule flottante. La variable prédéfinie pourcentage i représente le nombre mathématique imaginaire i qui satisfait i au carré égale à moins 1. Donc, toutes les fonctions élémentaires précédemment présentées comme sin sont surchargées pour les nombres complexes. Cela signifie que si leur argument
d'entrée est un nombre complexe, le résultat est un nombre complexe. Donc voilà la liste qui présente les fonctions qui gèrent les nombres complexes. Donc ici on a real, c'est-à-dire la partie réelle, emag, la partie imaginaire, emult, la multiplication par i, isreal, c'est renvoi vrai si la variable n'est pas de partie complexe. Alors nous faisons un exemple. Dans cet exemple, nous avons mis une variable, par exemple x à 1 plus 1, donc 1 plus i, 1 plus i, pardon. Et voilà, nous allons effectuer plusieurs opérations de base sur celle-ci. Donc commençons par la fonction isReal. X. Donc voilà, elle renvoie f, c'est-à-dire faux. Donc cette variable a une partie complexe. Et notre opération x apostrophe. Donc elle renvoie 1 moins 1 moins i. Donc cet opérateur est utilisé pour calculer le conjugué d'un nombre complexe. Voilà, on prend un autre exemple. On prend par exemple y égale à 1 moins i. Donc, voilà, 1 moins i. Et on prend cette fonction, donc real de y, real de y égale à 1, donc renvoie 1. Donc dans cette partie, dans cet exemple, la partie réelle est 1. On met une autre fonction, emag de y. Donc voilà, ça renvoie moins 1. La partie imaginaire dans cette variable est moins 1. Et pour finir, on va vérifier cette égalité. Donc on prend x fois y. Donc on a x égale à 1 plus i et y égale à 1 moins i. Donc c'est égal à 2, donc l'égalité est vérifiée. Ça marche. La manipulation des matrices et vecteurs. Dans le langage Scilab, les matrices jouent un rôle central. Dans cette section, nous introduisons les matrices sous Scilab et nous montrons comment créer des matrices et comment y accéder. Nous analysons également comment accéder aux éléments d'une matrice, soit élément par élément, soit par des opérations de plus haut niveau. Bon, une petite vue d'ensemble sur les matrices et les vecteurs. Donc, dans Scilab, le type de données de base est la matrice, qui est définie par un nombre de lignes, un nombre de colonnes et un type de données. Le type de données peut être réel, entier, booléen, chaîne et polynomial. Lorsque deux matrices ont le même nombre de lignes et de colonnes, nous disons que les deux matrices ont la même forme. Donc dans Scilab, les vecteurs sont un cas particulier des matrices où le nombre de lignes ou le nombre de colonnes est égal à 1. De simples variables scalaires n'existent pas dans Scilab. Une variable scalaire est une matrice à une ligne et une colonne. C'est pourquoi dans cette présentation, lorsque nous analysons le comportement des matrices Scilab, il y a le même comportement pour les vecteurs de lignes ou de colonnes, par exemple n fois 1 ou 1 fois n matrice, ainsi que des scalaires, c'est-à-dire matrice 1 fois 1. Alors, on commence par la création d'une matrice de valeur réelle.
Il existe une syntaxe simple et efficace pour créer une matrice avec des valeurs données. Ce qui suit est la liste des symboles utilisés pour définir une matrice. Donc, les crochets, ces crochets-là marquent le début et la fin de la matrice. Les virgules séparent les valeurs dans des colonnes différentes et les points-virgules séparent les valeurs des lignes différentes. Alors passons à un exemple. Donc nous allons créer une matrice 2 x 3 de valeurs réelles. On prend la valeur A est égale à, on ouvre le crochet, donc 1,2, bon, virgule pour séparer les valeurs dans des colonnes différentes, virgule 3 et point virgule ici pour séparer les valeurs des lignes différentes, donc 4, 5,6, on ferme le crochet, entrée, et voilà, la matrice a été créée avec ces valeurs. Et il y a une autre syntaxe simplifiée et disponible qui ne nécessite pas d'utiliser les caractères virgule et point virgule. Donc on fait un exemple. On prend par exemple A égale donc 1, 2. Donc on n'utilise pas ici la virgule. 4, 5, 6. Donc voilà, la matrice a été créée. Comme vous voyez, lors de la création de cette matrice, cet espace vide sépare les colonnes alors que la nouvelle ligne séparant les lignes. Plusieurs commandes Scilab créent des matrices à partir d'une taille donnée, c'est-à-dire à partir d'un nombre donné de lignes et de colonnes. Ces fonctions sont présentées dans cette liste-là. Donc, comme vous voyez, ici, nous avons des commandes Scilab. Donc, les plus couramment utilisées sont A, c'est une matrice identité, et 11, c'est une matrice composée juste de 1, et 0, c'est une matrice composée de 0. Ces commandes prennent deux arguments d'entrée, le nombre de lignes et de colonnes de la matrice à générer. Donc, on prend un exemple avec la fonction once. Par exemple, on prend la variable b égale à once 2,3, c'est-à-dire 2 lignes et 3 colonnes. Donc voilà, la matrice a été créée. Donc cette matrice là est composée juste de 1. Et voilà un autre exemple avec la fonction I, avec une matrice de 2 lignes et 3 colonnes. Donc comme vous voyez, c'est une matrice identité. Et aussi il y a un autre exemple avec la fonction 0, avec une matrice de 2 lignes et 2 colonnes. Donc comme vous voyez, une matrice a été créée avec juste des zéros. Donc voilà. La matrice vide. Une matrice vide peut être créée à l'aide de crochets vides. Par exemple, donc voilà, comme vous voyez, une matrice a été créée de dimension 0 x 0. Cette syntaxe supprime le contenu d'une matrice de sorte que la mémoire associée est libérée. Donc on fait un exemple. Par exemple, si on fait b égale à once 2, 2. Donc une matrice a été créée de 2 lignes et 2 colonnes. Donc si on fait b est égal, donc la matrice b a été vidée. Et quand vous faites b, donc à quoi est égal? Donc est égal la matrice vide.
Les matrices de requête. Alors, les fonctions de la liste suivante questionnent mettent à jour une matrice. Donc, la fonction size, c'est renvoie la taille de l'objet. Matrix dimensionne un vecteur ou une matrice à une différente taille. Resize matrix, créer une nouvelle matrice avec une taille différente. Donc, on prend un exemple sur les matrices de requête avec la fonction size. Donc, on prend A est égal à 1, 2, 3. Voilà. Donc, pour la fonction size, on renvoie deux arguments de sortie NR et NC qui correspondent au nombre de lignes et au nombre de colonnes. Donc, NR, NC est égal à size A. On veut la taille de la matrice A. Donc voilà, pour le nombre de colonnes de la matrice A est 3, donc 1, 2, 3. Et pour le nombre de lignes de la matrice A est égal à 2, donc 1, 2, voilà. Bon, cette fonction size est une valeur pratique importante lorsque nous concevons une fonction, puisque le traitement que nous devons accomplir sur une matrice donnée peut dépendre de sa forme. Par exemple, pour calculer la norme d'une matrice donnée, différents algorithmes peuvent être utilisés en fonction de si la matrice est un vecteur colonne de taille nr. La colonne de taille nr fois 1 et nr supérieur à 0 avec un vecteur ligne de taille 1 fois n fois le nombre de colonnes et le nombre de colonnes supérieur à 0, ou une matrice générale de taille nr fois nc et nr virgule nc supérieur à 1. Et si on veut le nombre total d'éléments, donc c'est-à-dire le nombre de colonnes multiplié par le nombre de lignes, donc on fait cette commande là, donc size de la matrice A, virgule étoile. C'est pour savoir le nombre total d'éléments. Donc voilà le nombre total d'éléments de la matrice A est 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour juste savoir le nombre des lignes, on fait cette commande là. Par exemple. Donc voilà, ici, elle retourne juste le nombre de lignes. On peut aussi, au lieu de R, faire 1. Donc size. Donc voilà, elle retourne le nombre de lignes aussi. Donc ici, vous voulez juste le nombre de colonnes. Donc on fait cette commande là, donc size de la matrice A, virgule C. Donc voilà, elle renvoie le nombre de colonnes. Aussi cette commande là, donc la matrice A, virgule 2. C'est aussi, elle retourne le nombre de colonnes. Donc voilà, comme ça. Pour l'accès aux éléments d'une matrice, il existe plusieurs méthodes pour accéder aux éléments d'une matrice A. Donc on a la méthode qui fait
l'accès de toute la matrice avec la syntaxe de A et la méthode qui fait l'accès élément par élément avec la syntaxe A, I, G. Donc I c'est le nombre de lignes et G c'est le nombre de colonnes. Euh, et la méthode d'une gamme d'indices en indice avec l'opérateur de points. Bon, toutes ces méthodes, on va les voir tout à l'heure dans la pratique. Donc, on passe à la pratique de ces méthodes. Donc, pour la première méthode qui fait un accès global à tous les éléments de la matrice, donc toutes les opérations d'algèbre élémentaire sont disponibles pour les matrices, telles que l'addition, la soustraction, etc., à condition que les deux matrices soient de la même taille. Donc, on va voir un exemple qu'on va faire sur ça. Donc, on prend la variable A égale à on prend une matrice de 2 lignes et 3 colonnes. Donc, voilà. Et on prend une variable B pour créer une autre matrice. Donc, on va faire la multiplication de cette matrice avec la matrice A. Donc on va faire 2 multiplié par A. Donc 1, 2, 3. Donc voilà, la multiplication est faite. Et pour l'addition, on va faire A plus B. Donc voilà, l'opération de l'addition est faite. Alors passons maintenant à la deuxième méthode. Donc un élément d'une matrice peut être consulté directement avec la syntaxe de A de I et J, à condition que I et J soient des indices valables. Donc nous soulignons que par défaut le premier indice d'une matrice est 1. Cela contraste avec d'autres langues comme le langage C par exemple, où le premier indice est 0. Par exemple, supposons que A est une matrice de NR fois NC, où NR est le nombre de lignes et NC est le nombre de colonnes. Par conséquent, la valeur de A de I et J n'a de sens que si les indices I et J satisfont que I est compris entre 1 et NR et J compris entre 1 et NC. Donc, si l'indice n'est pas valide, une erreur va être générée. Donc, on prend un exemple pour bien comprendre cela, ce qu'on a dit. Donc, on prend par exemple la matrice 1. Donc, cette matrice, on a créé cette matrice. Donc, maintenant, on va pratiquer tout ce qu'on a déjà dit. Donc, A, 2, 1. Donc, ce 1-là, ou bien l'indice I, signifie l'indice de colonne dans la matrice A. Donc, c'est-à-dire la première ligne, signifie l'indice de ligne dans la matrice A, donc la première ligne. Et celui-là, il signifie l'indice de la première colonne dans la matrice A. Donc, ça donne 1 car on a la première ligne et la première colonne, donc leur intersection donne 1, ce 1 là. Donc voilà. Et donc on fait un autre cas pour 12 c'est 1. Donc ça donne une erreur. Pourquoi? Car ici on a 12 et on n'a pas dans la matrice A 12 lignes. Donc c'est faux. Donc comme nous avons
déjà dit que les indices I et G doivent être valides. On passe maintenant aux dernières méthodes qui est l'opérateur de points. Donc la syntaxe la plus simple de l'opérateur de points est la suivante. Donc V égale I de point G. Donc où I est l'indice de départ et J est l'indice de fin, donc se terminant avec I inférieur ou égal à G. Donc cela crée le vecteur V est égal I plus 1 jusqu'à J. Comme ça, donc il crée ce vecteur là, donc I plus 1 jusqu'à G. Donc voilà, donc on prend un exemple sur ça. Donc nous allons créer un vecteur d'indice 2 à 4 dans un communiqué. Donc voilà, le vecteur a été créé. Donc 2 à 4, 2, 3, 4. Et la syntaxe complète configure l'incrément utilisé lors de la génération des indices, à savoir le pas. La syntaxe est donc V est égal à I S G. Donc voilà, où I est l'indice de départ, J est l'indice de fin et S est le pas. Donc cette méthode crée le vecteur V égale I plus S et I plus 2S jusqu'à I plus NS. Donc voilà. Ici où n est le plus grand entier, tel que I plus n de n fois s est inférieur ou égal à j. Donc si s divise g moins i, alors le dernier indice dans le vecteur d'indice est g. Dans d'autres cas, nous avons i plus n fois i plus n fois s est inférieur à j. Donc la plupart des situations, le pas s est positif, il pourrait aussi être négatif. Et on verra un exemple dans lequel nous créons un vecteur d'indice croissant de 3 à 10 avec un pas égal à 2. Donc voilà, le vecteur a été créé. Donc comme vous voyez, 3, 5, 7, 9. Donc le pas est 2. Notez que la dernière valeur dans le vecteur est I plus NS est égal à 9, qui est plus petit que G est égal à 10. Alors on présente un autre exemple où le pas est négatif avec un vecteur d'indice décroissant de 10 à 4 avec le pas moins 2. Donc voilà, comme vous voyez, le vecteur V1 a été créé avec le pas moins 2, donc 10, 8, 6, 4. Voilà. On prend un autre exemple. Dans ce cas du pas négatif,
dans lequel l'opérateur de poids génère une matrice vide. Donc parce qu'il n'y a pas... euh, on fait l'exemple. 3. Donc, comme vous voyez dans cet exemple, l'opérateur de points génère une matrice vide parce qu'il n'y a pas de valeur à la fois inférieure à 3 et supérieure à 10. La multiplication de deux vecteurs. Donc, on passe directement à l'exemple qu'on va faire. Donc, on multiplie le vecteur u colonne vecteur u colonne par le vecteur v, v'. Donc, voilà, on crée le vecteur v u. 1, 2, 3. Donc, le vecteur u colonne a été créé. On passe au vecteur v'. Que 4, 5, 6. Voilà, le vecteur v' a été créé. Donc, on passe maintenant à la multiplication de v fois u. U fois v. Donc, le résultat est comme ça. Donc, voilà, on a u fois v. Donc, 1 fois 4, c'est 4. 1 fois 5, c'est 5. 1 fois 6, c'est 6. 2 fois 4, c'est 8. Et 2 fois 5, c'est 10. Et 2 fois 6, c'est 12. Donc, comme ça se déroule.
Alors, nous passons aux parties de programmation, dans laquelle nous allons voir les boucles et branchements. Donc, dans cette section, nous décrivons comment faire des déclarations conditionnelles à l'aide de l'instruction if. Et nous présentons l'instruction select qui crée des sélections plus complexes. Et nous présentons les boucles for et while sous Scilab. Et enfin, nous présentons deux principaux outils pour gérer les boucles break et continue. Commençons par l'instruction if. L'instruction if exécute une instruction si une condition est remplie. Le if utilise une variable booléenne pour effectuer son choix. Si le booléen est vrai, alors l'instruction est exécutée. Une condition est fermée lorsque le mot end est atteint. Donc, on va pratiquer tout ça dans ce script suivant. Dans ton affiche, la chaîne hello, si la condition de %t qui est toujours vraie est satisfaite. Donc voilà le script. If %t then hello il faut respecter la syntaxe. Donc voilà, la chaîne hello s'affiche parce que la condition est vraie, donc est satisfaite. Alors, si la condition n'est pas remplie, donc l'instruction else effectue une instruction alternative, comme dans le script suivant. If %f qui est toujours faux, then else donc voilà, comme vous voyez le résultat. Goodbye. Alors, afin d'obtenir un booléen, un opérateur de comparaison peut être utilisé, par exemple, ou toute autre fonction qui retourne un booléen. Donc, dans l'exemple suivant, nous utilisons l'opérateur égal pour afficher hello. Donc, i égale 2. If i égale 2. Donc voilà, lorsque nous devons combiner plusieurs conditions, l'expression else if est utile. Dans le script suivant, nous combinons plusieurs déclarations else if afin de gérer les différentes valeurs de l'entier. Donc voilà le script. On prend i égale if i égale 1,
affiche hello. Else if i égale à 2, affiche goodbye. Else if i égale à 3, affiche ciao. Else affiche au revoir. Donc, goodbye s'affiche car cette condition qui est vraie. Bon, nous pouvons utiliser autant de déclarations else if que nécessaire, ce qui crée des branches complexes selon les besoins. Mais s'il y a beaucoup de déclarations else if nécessaires, cela peut impliquer qu'une instruction select doit être utilisée à la place. Donc, l'instruction select combine plusieurs branchements d'une manière claire et simple. En fonction de la valeur d'une variable, on effectue l'action correspondant au mot-clé case. Il peut y avoir autant de branches que nécessaire. Donc, dans le script suivant, nous voulons afficher une chaîne qui correspond à l'entier i donné. Donc, voilà le script. I égale à 2. Select i case 1 affiche 1. Donc voilà, ce programme il affiche tout car cette condition est réalisée ici dans la case 2. Donc car i est égal à 2. Donc la branche else est utilisée si toutes les conditions cases précédentes sont fausses. Alors on passe maintenant à l'instruction for. L'instruction for réalise des boucles, c'est-à-dire qu'elle effectue une action donnée plusieurs fois. La plupart du temps, une boucle est réalisée sur des valeurs entières qui vont d'un indice de départ à un indice de fin. Nous verrons à la fin de cette section que l'instruction for est en fait beaucoup plus générale car elle peut permettre de boucler à travers les valeurs d'une matrice.
Dans le script suivant, on affiche la valeur de i de 1 à 5. Donc voilà le script. Donc for i égale 1 jusqu'à 5, affiche i. Donc voilà. Maintenant, on traite l'instruction while. Donc l'instruction while exécute une boucle tant qu'une expression booléenne est vraie. Au début de la boucle, si l'expression est vraie, les instructions dans le corps de la boucle sont exécutées. Lorsque l'expression est fausse, donc la boucle est terminée. Donc dans le script suivant, nous calculons la somme des nombres i de 1 à 10 avec une instruction while. Donc voilà l'exemple. S égale à 0, i égale à 1. Donc while donc voilà, les valeurs des variables i et s sont affichées, sont les suivants. Donc il doit être clair que l'exemple précédent est juste un exemple pour l'instruction while. Si nous voulions vraiment calculer la somme des nombres de 1 à 10, on devrait plutôt utiliser la fonction sum, comme dans l'exemple suivant. Donc sum de 1 jusqu'à 10. Donc voilà, la somme est égale à 55. Donc l'instruction while a les mêmes problèmes de performance que l'instruction for. C'est pourquoi les instructions vectorisées doivent être considérées d'abord avant d'essayer de concevoir un algorithme basé sur une boucle while. On passe à l'instruction break. L'instruction break interrompt une boucle. Habituellement, nous utilisons cette instruction dans les boucles où, une fois une condition remplie, les boucles ne doivent pas être poursuivies. Dans l'exemple suivant, nous utilisons l'instruction break afin de calculer la somme des entiers de 1 à 10 lorsque la variable i est supérieure à 10. Donc la boucle est interrompue. Donc voilà, on fait l'exemple. S égale à, on a S égale à 0 et est égal à 1. Donc voilà, à la fin de l'algorithme, les valeurs des variables i et s sont les suivants. Et pour l'instruction continue fait aller l'interpréteur
à l'itération suivante, de sorte que les déclarations contenues dans le corps de la boucle ne sont pas exécutées cette fois. Lorsque l'instruction continue est exécutée, Scilab ignore les autres déclarations et va directement à l'instruction while ou for et évalue l'itération suivante. Donc, dans l'exemple suivant, nous calculons la somme de S qui est égal à 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 qui est égal à 25. Donc, on utilise la fonction modulo i2 qui renvoie 0 si le nombre i est pair. Dans cette situation, le script passe à la prochaine boucle. Donc, voilà le script. S est égal à 0, i aussi 0. Donc, le script a exécuté. Donc, les valeurs finales des variables i et s sont les suivantes. Donc, pour s, on a 25 et pour i, on a 10. La production des tracés et des graphiques est une tâche très commune pour l'analyse des données et la création de rapports. Scilab offre plusieurs façons de créer et de personnaliser différents types de tracés et de graphiques. Dans cette section, nous présentons la façon de créer des graphiques de T et les tracés de contours. Et voilà. Scilab peut produire de nombreux types de tracés de T et 3D. Il peut créer des graphiques X, Y avec la fonction plot, des tracés de contours avec la fonction contour, des graphiques en 3D avec la fonction surf, des histogrammes avec la fonction histplot et de nombreux autres types de tracés. Donc, les fonctions de tracés les plus couramment utilisées sont présentées dans la liste suivante, comme vous voyez ici. Pour obtenir un exemple d'un graphique 3D, nous pouvons simplement taper l'instruction surf dans la console Scilab. Surf. Donc voilà le graphique 3D. Et pour les tracés de T, dans cette section, nous présentons la façon de produire une représentation X, Y simple. Nous insistons sur l'utilisation des fonctions vectorielles qui produisent des matrices de données dans un appel de fonction. Nous commençons par définir la fonction qui doit être tracée. La fonction myQuadratic élève l'argument d'entrée x au carré avec l'opérateur de la puissance. Donc voilà. Function f égale
égale à x à la puissance 2 end function. Donc voilà, nous pouvons utiliser la fonction linspace afin de produire 50 valeurs dans l'intervalle 1-10. Donc x data est égal linspace virgule 10 50. La variable xData contient maintenant un vecteur line avec 50 éléments où la première valeur est égale à 1 et la dernière valeur est égale à 10. Nous pouvons passer cette variable à la fonction myQuadratic et obtenir la valeur de fonction à des points donnés. Donc, variable xData. Donc, notez que nous aurions pu produire le même tracé sans générer le tableau intermédiaire xData. En effet, le second argument d'entrée de la fonction plot peut être une fonction comme dans l'exemple suivant. Donc, plot xData donc voilà, le tracé a été créé et voilà notre